Le Mali ne reste pas seul dans son combat contre la France en ce qui concerne sa saisine aux Nations Unies. Le Mali donc qui est engagé dans cette quête de recherche de souveraineté internationale, d'y avoir des preuves qui mettent donc à mal l'armée française dans l'attaque dans la région de Tessit à Menaka. Et pour l'occasion, pendant que les lenteurs se font donc ressentir, une sorte de pesée au moment où l'on attend que la Chine puisse tenir cette réunion qui mettra donc la France sur le banc des accusés. Il y a une question bien sûr qui se pose à quand et celle-ci va se tenir. Entre-temps, il y a de la voix africaine, de l'énergie qui est donnée. C'est le cas bien entendu des organisations, du moins le collectif d'organisations de la société civile du côté du Burkina Faso qui s'est donc réuni et rassemblé derrière le Mali. Ceux-ci ont eu à donner un point de presse. C'était bien sûr le 7 septembre 2022. Objectif bien entendu de pouvoir interpeller ou sinon rappeler les Nations Unies à pouvoir jeter un coup d'œil sur cette affaire du Mali qui aujourd'hui est devenue une affaire commune. Mesdames et messieurs, nous posons donc le problème de l'ONU plante du Mali contre la France, la lenteur de la procédure dénoncée par le collectif de la société des organisations de la société civile pour le Sahel. Quelle lecture? Voilà la thématique du point sur l'actualité qui entre donc dans ce contexte eu égard d'aménagement des programmes de For You Télévision. Vous savez que depuis quelque temps, nous sommes également focalisés du côté de la République centrafricaine qui est donc dans une marche décisive pour une autre ère. C'est l'avènement de l'avènement d'une nouvelle constitution, mais surtout la révolution monétaire avec la Sangokuin. Il y aura donc forcément chaque fois une équipe. Et d'ailleurs, au cours de d'ici la fin de cette émission, vous aurez donc un focus spécial qui sera donc présenté depuis la capitale Bangui par Bachir Ladan et Sikandombe. Mesdames et messieurs, bienvenue. Voilà donc, nous sommes au cours de cette émission avec Jonathan Batangene. Et bonsoir Jonathan. Bonsoir Monsieur Moa, bonsoir à tous les panafricanistes, les inconditionnels qui ont fait de ce programme une émission phare, une émission culte de la quotidienne panafricaine. Bonsoir à tous les techniciens, nous pensons particulièrement à Monsieur Chancelin Foukoun, Monsieur Signé Pierre, qui sont toujours à pied d'œuvre pour que cette émission soit réalisée dans de très bonnes conditions et que vous ayez une retransmission impeccable à l'audio comme au visuel. Bonsoir à la direction générale, à tous ceux qui collaborent à ce que cette émission se passe dans de bonnes conditions. Bonsoir également aux autorités de sécurité et de défense qui sont le ciment de l'unité et de l'indivisibilité de notre cher et beau pays. Certainement avec la bénédiction des dieux de la connexion, j'aime souvent les appeler ainsi, on pourra donc établir la connexion du côté du Burkina Faso et même du Mali. Il est vrai que pour le moment, Moussa Zan Diarra nous fait savoir que celle-ci n'est pas du tout bonne de son côté, mais peut-être aurons-nous la possibilité d'avoir avec nous Baloum Abdoulaye qui est donc membre de l'ASCP et qui est donc fait partie de cette coordination de société civile qui sont en train de s'insurger contre cette lenteur de la procédure comptant pour la saisine du Mali contre la France. Mais sinon, Sir Batangene, la question que je voudrais vous poser, cela fait quand même belle lurette. Sinon, quand même des semaines aujourd'hui que le Mali a déposé sa plainte sur la table du Conseil de sécurité des Nations Unies contre la France sur son implication dans les attaques de région de Tessit à Menaka, mais jusqu'ici, rien n'a encore fait. Tout à fait. Nous avons expliqué lors des émissions précédentes que l'action du Mali, qui était déjà un coup d'éclat
diplomatique, pas seulement, mais un coup de maître qui avait été bien orchestré sous la houlette du digne et brillant ministre des Affaires étrangères, le ministre Abdoulaye Diop, que cette action était vouée à connaître un certain type d'écueils qui sont liés au fonctionnement du système des Nations Unies. Nous avons expliqué que ce système des Nations Unies était un système aristocratique parce que fruit d'un ordre international où les dominants étaient les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, dont les États-Unis, l'URSS et l'Angleterre. Et associé à cela, il y a eu quelques pays, du fait de son poids démographique et stratégique à côté du Japon, la Chine, et l'autre du fait de son emprise sur une forte prégnance de population africaine, c'est-à-dire la France, ont reçu un droit d'immunité qui est consacré par ce qu'on appelle le droit de veto. Dans ce système aristocratique qui ne permet pas une égale représentation des États au niveau des Nations Unies, mais également garanti par le fait que le maintien de la paix selon l'article 17 de statut de l'ONU, c'est le Conseil de sécurité qui assure le maintien de la paix. Donc, avec ces dispositions, on entre dans des perspectives très jacobinistes parce que on a une instance au-dessus de l'Assemblée générale qui, même si elle reconnaît à l'Assemblée générale sa souveraineté dans la prise de décision, peut se substituer dans l'opérationnalité à cette Assemblée générale pour mener les débats. Et ce Conseil de sécurité, donc, qui est l'organe opérationnel, est une disposition aristocratique du système des Nations Unies qui ne permet pas à tous les États d'avoir accès à cette libre représentation, bien à cette égale représentation. Et le Mali, qui est donc un des pays de la plèbe, donc un pays de l'Assemblée générale qui malheureusement se retrouve agressé par un autre pays, lui, membre permanent du Conseil de sécurité, donc disposant du pouvoir aristocratique de protection via le droit de veto, n'arrive pas à faire entendre sa voix parce que la France et ses alliés, il faut reconnaître que nous sommes aussi dans un contexte particulier où la France bénéficie naturellement du soutien de ses alliés, dont l'Union européenne, les États-Unis, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Pourquoi? Parce que la Russie, qui est un partenaire du Mali, a lancé une offensive contre l'hégémonie occidentale et l'Occident collectif fait bloc pour empêcher à la Russie de continuer son offensive. Ce bloc-là a commencé en Ukraine, ce bloc se retrouve également sur le dossier malien. Et donc, l'offensive malienne au niveau du Conseil de sécurité est bloquée non pas seulement par la France, mais également ses alliés. On a vu il y a de cela une semaine l'intervention de l'Union européenne qui a dit qu'il fallait accorder une fin de non-recevoir à la plainte malienne, simplement parce qu'ils ne veulent pas que la France soit éclaboussée. Et c'est dangereux parce que finalement, ça nous montre un système des Nations Unies qui allait sur des bases vertueuses, la question du maintien de la paix, la question de la sécurité internationale, la question du respect des droits humains. Vous savez que c'est devenu le droit de l'homisme, est devenu l'idéologie attitrée du système des Nations Unies, malheureusement, avec de tels réflexes d'aliénation entre alliés, des réflexes corporatistes, ou du moins, on va dire comme ça, des réflexes d'alliance qui naissent au sein des Nations Unies. On ne peut pas avoir véritablement l'expression des objectifs dont s'était assigné le système des Nations Unies. Et ça sape totalement ce système-là, ça remet en question et ça donne raison à tous ceux qui ont toujours vu en l'ONU une organisation
qui soutient les plus forts au détriment des plus faibles. Ça donne raison à tous ceux-là qui avaient récusé. Et quand nous disons tout cela, c'est par exemple le président Hugo Chavez qui en 2006 s'est illustré par un brillant discours à la suite de George Walker Bush en disant « Le diable s'est exprimé, il y a encore une odeur de soufre sur ce plateau, sur ce pupitre. » Donc, ça donne raison à ceux-là, ça donne raison au Kadhafi qui disait déjà, le guide Muammar Kadhafi, qui récusait le système des Nations Unies. Ça donne raison également à un ensemble de chercheurs en sciences sociales et en sciences politiques qui avaient eux-mêmes déjà constaté que ce système inégalitaire ne garantissait véritablement pas la recherche de solutions consensuelles en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale. L'idée donc d'une sécurité collective via le système des Nations Unies est battue en brèche par les principaux défenseurs de ce système ou de ses principaux promoteurs. La France en premier chef. La France qui aurait dû privilégier l'enquête via le système des Nations Unies, se retrouve au banc des accusés et empêche ce système d'évoluer. L'Union européenne, qui aime donner les leçons en matière d'enquête internationale sur les violations des droits de l'homme, sur les crimes contre l'humanité, sur les crimes de guerre, se retrouve en train de bloquer une action qui vise justement à déboucher sur ce genre d'enquête. C'est regrettable, c'est un rôle tout à fait insane qui est en train de jouer, que sont en train de jouer à la fois l'Union européenne, la France, mais aussi tous leurs alliés qui finalement ont sabordé leur image, mais les panafricanistes diront qu'il n'y a aucune découverte, ce n'est que la concrétude de ce que leur réalité nous a déjà prouvé. Ils sont en fait dans le jeu véritable de leur expression réelle du soi. Ils expriment ce qu'ils sont en grandeur nature. Ils ne sont pas là, comme aime le dire le président Bandakani, ils ne sont pas là pour défendre l'humanité. Ils sont là pour défendre essentiellement leurs intérêts. Ils sont là essentiellement pour défendre leurs intérêts. Si je m'en tiens à ce qui a été bien sûr dit à mon oreille du côté de la réalisation, Nabaloum Abdoulaye est en ligne avec nous du côté du Burkina Faso. Il est membre fondateur du mouvement Action pour la souveraineté des peuples ASP Burkina. Il fait donc partie de ces représentants de collectifs à ce rendez-vous des organisations de la société civile burkinabé et c'est donc un sujet contre la lenteur administrative. Bonsoir Nabaloum. Votre micro doit être activé. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être notre invité, d'avoir accepté ce rendez-vous. Je le disais, vous êtes membre justement fondateur du mouvement Action pour la souveraineté des peuples et vous faites partie de ces organisations de la société civile qui ont tenu une conférence de presse du côté du Burkina Faso, à Ouagadougou précisément, pour un sujet contre la lenteur administrative à l'acteur de la procédure de la saisine du Mali contre la France aux Nations Unies. Alors, quelle a été la première motivation, l'intérêt total de la défense de la position malienne où, à travers le Mali, on voit tout simplement une sorte de renaissance africaine? Alors, merci à vous et merci à Foria Media et à l'ensemble de vos téléspectateurs et aussi à tous ces panafricains qui œuvrent chaque jour pour que l'Afrique puisse être totalement indépendante. Effectivement, nous avons tenu une conférence de presse hier, c'est le collectif des organisations de la société civile pour le Mali, une initiative en soutien au peuple malien et aux autorités maliennes. Effectivement, depuis le 15 août, le Mali a introduit une requête au niveau de l'ONU pour présenter effectivement les preuves qu'elle a à sa disposition contre la France, notamment les espionnages et les renseignements collectés qui ont été mis au profit des terroristes, lesquels terroristes la France initialement était censée venir combattre. Donc ici, nous avons dans un premier temps
analyser l'angle de la sécurité, l'insécurité, le terrorisme au Sahel, le Mali a, dans un premier temps, demandé à la France de venir intervenir pour lui permettre de venir à bout de ce terrorisme-là. Et par la suite, il y a effectivement la coalition internationale qui est rentrée en jeu et qui sont mobilisés du côté du Mali. Et plus tard, on se rend compte que ces résultats, il n'y a pas de résultats probants quant à la sécurité du peuple malien. Donc notre initiative s'inscrit dans ce premier volet-là pour dire que l'initiative que le Mali a eue, déjà de remettre en cause la collaboration avec la France et ses alliés, et avec un nouveau partenaire qui va lui permettre, et déjà même qui lui permet d'avoir des résultats, est une bonne chose, puisque nous, au niveau de Burkina Faso, nous sommes concernés par cette situation de terrorisme, qui chaque jour, nous comptons nos frères qui tombent sous les balles assassines. Il y a aussi le Niger à côté qui est concerné. Il y a les pays autour du Golfe de Guinée qui de plus en plus sont menacés. Alors que si le Mali dispose des preuves de l'implication effective de la France, nous avons tous intérêt à ce qu'il y ait clarification. Il y ait clarification parce que nous sommes concernés par cette action de terrorisme. Et la France, en quittant le Mali, s'est déportée juste à côté du Niger. Donc vous voyez que là, ça pose un problème parce qu'il y a deux peuples frères qui sont là, notamment les Nigériens et les Maliens. Donc s'il y a cette position qui n'est pas tranchée, visiblement, les relations vont se compliquer entre Bamako et puis Niamey. Et du coup, nous, le Burkina Faso également, nous sommes très concernés. Donc notre action dans ce premier volet va dans ce sens pour dénoncer la lenteur de l'ONU et aussi l'Union africaine qui ne travaille pas à faciliter effectivement la présentation de ces éléments, l'examen de ces éléments de preuve que fournit le Mali. Le deuxième volet de notre action s'inscrit dans le cadre de la souveraineté globale de nos populations, la souveraineté que la population, dans sa frange jeune, depuis plus d'une dizaine d'années, se bat pour que, effectivement, l'Afrique puisse connaître cette souveraineté. Donc, les nouvelles autorités du Mali offrent cette possibilité à notre jeunesse, le rêve d'une souveraineté effective, et notre action s'inscrit en droite ligne avec ça. Donc, pour résumer, nous dénonçons effectivement la lenteur de l'ONU pour examiner les preuves que le Mali. Aussi, nous dénonçons l'inaction de l'Union africaine, l'inaction de la CEDEAO, l'inaction de la communauté internationale de façon globale, qui, de plus en plus, on observe qu'il y a une tentative de négociation, de pré-négociation, si on va le dire ainsi, pour faire reculer le Mali, et nous ne souscrivons pas à cette façon de faire. On a vu tout dernièrement le président Macky Sall qui était du côté de Bamako. Alors, donc, je disais qu'on a vu le président malien qui était du côté de Bamako et certainement la question est revenue sur la table. Donc, ce sont ces manœuvres basses pour que le Mali ne puisse pas porter effectivement ces preuves-là au niveau de l'ONU. Donc, notre action est véritablement de soutenir tout le peuple malien, de soutenir les autorités maliennes pour qu'ils ne baissent pas les bras, pour que effectivement l'ONU puisse examiner très rapidement les preuves afin que nous, peuples africains, nous, peuples du Sahel, soyons vraiment éclairés sur la question. Au demeurant, si l'ONU rejette d'examiner, nous souhaitons que nous demandons aux autorités maliennes de rendre public effectivement ces éléments de preuve-là pour que nous puissions, nous aussi, nous en inspirer. Parce que c'est important, la question du terrorisme est une réalité qui endeuille nos populations et nous ne pouvons pas être sourds face à cette situation.
Vous avez si bien parlé, vous êtes là dans le cadre de défense d'un bloc commun, puisque Maliens, Burkinabé et notamment Nigériens, du moins tous ces pays qui partagent la même région du Sahel, souffrent pratiquement du même problème qui est celui du terrorisme, et la France qui a été comme premier partenaire à lutter contre cette gangrène ne s'est pas véritablement illustré là-dessus, sinon dans un autre contexte. Aujourd'hui, la voix qui est donnée à travers ce collectif des organisations de la société civile qui a été mis sur pied du côté du Burkina Faso, c'est un élément en plus dans cette quête de la lutte contre le terrorisme qui, comme je le disais encore, et vous le soulignez, est une menace. Maintenant, quelle est l'autre tentative d'approche? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes un peu là comme une autre forme d'ambassadeur à l'égard de la situation que traverse le Mali. Et d'ailleurs, c'est l'un des premiers pays ou bien l'un des premiers blocs sous le plan sous-régional, voire même africain, qui est en train de rejoindre de manière officielle la cause du Mali. Quant à cette saisine, avez-vous tenté de pouvoir vous rapprocher peut-être d'autres organisations civiles, notamment du Niger, par exemple, ou pourquoi pas, je le dirais encore, peut-être de la Côte d'Ivoire, qui n'est pas également non loin de là, ou encore même de la Guinée-Conakry? Effectivement, nous avons effectivement au Niger, nous avons effectivement des camarades de la société civile. Au Sénégal également, nous avons des camarades de la société civile. Et naturellement, au Mali, nous avons des camarades un peu partout dans la sous-région. Parce que nous suivons de très près ces éléments-là. Et nous pensons que, effectivement, mis ensemble, nous pourrons faire avancer les lignes. Et c'est véritablement notre objectif. Nous ne devons pas faire l'erreur de regarder le Mali sombrer alors que nous sommes tous concernés. Si le Mali sombre, c'est le Burkina qui va sombrer, c'est le Niger qui va sombrer, c'est toute la bande du Sahel qui va sombrer et c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui va tomber et c'est l'Afrique en général. Et c'est pourquoi nous lançons l'appel non seulement à toutes les organisations de la société civile et à toutes les personnes qui sont épris de souveraineté et qui sont victimes effectivement de ce terrorisme-là, de pouvoir se lever ensemble, soutenir le Mali pour qu'enfin on puisse connaître un début de solutionnement à ce néocolonialisme qui ne finit pas. Et c'est l'occasion belle que le Mali nous offre et nos jeunesses, épris de la souveraineté, nous ne pouvons pas rester indifférents. Alors, on reviendra à vous tout à l'heure, certainement, puisque c'est une question de synergie de coalition, pour tenter que vous donniez un peu votre point de vue de cette rencontre entre ces deux chefs d'État, parce que ça joue également sur ce plan sécuritaire. On est avec Jonathan Batengene, qui est notre consultant permanent. Alors, Batengene, quand il y a cette action du collectif des organisations de la société civile burkinabé, qui va s'insurger contre la lenteur dans la procédure judiciaire de la saisine du Mali contre la France, n'est-ce pas là une très belle image qui, vis-à-vis du peuple malien, leur donne de l'espoir que cette lutte panafricaine n'est pas un combat seul? Tout à fait. On est là dans la dimension de ce qu'on appelle la cyberdémocratie. Parce que la démocratie a des variantes. Il y a la variante démocratie dans son expression libérale, hein. La démocratie représentative, c'est celle à laquelle nous sommes habitués. Il y a la démocratie participative, c'est une démocratie qu'on retrouve dans les ONG. Il y a la démocratie, la cyberdémocratie. Et cette cyberdémocratie, c'est la participation des sociétés civiles à l'érection d'un idéal démocratique. Et les sociétés civiles ont été longtemps instrumentalisées. Quand vous regardez surtout la société civile qui était financée par l'Occident, la société civile comme Amnesty International, comme Human Rights Watch, comme la Ligue internationale des droits de l'homme, vous regardez, pour ne citer que celle-là, vous allez voir que derrière Human Rights Watch, derrière Amnesty International, derrière International Crisis Group, il y a le State Department des États-Unis. Ça veut dire que la cyberdémocratie telle que prônée par l'idéal libéral était une démocratie en fait qui était en otage, prise en otage par les libéraux des États-Unis. Donc, c'est eux qui contrôlaient l'orientation de cette cyberdémocratie. Et pendant longtemps, on a vécu le diktat de cette cyberdémocratie occidentaliste, ou du moins avec une grosse dominance occidentaliste. Vers qui est-ce qu'étaient produits les rapports de ces organisations?
les supposées dictatures d'Afrique. Ou encore les supposées dictatures d'Asie, ou les régimes dits totalitaires, parce qu'il faut bien relativiser le concept de totalitaire, parce qu'il n'y a pas plus totalitaire que les peuples d'Occident qui entendent étendre le libéralisme à l'ensemble de la planète. Donc, dans cette logique ultra-totalitaire, il fallait créer des pseudo-monstres. Et c'était le sens qui était donné à la société civile. Aujourd'hui, il y a des masses populaires qui ont pris conscience des enjeux du siècle, et particulièrement en Afrique. C'est pourquoi le mouvement panafricaniste que vous voyez aujourd'hui devenu une dynamique assez forte et féconde est en train de s'imposer sur l'ensemble du continent. Vous avez vu, par exemple, qu'aujourd'hui, au sein du CNT malien, c'est de la société civile qui donne le ton, avec la grande lionne, Amina Fofana, qui est d'ailleurs au Cameroun et que nous saluons en passant parce qu'elle est du côté de Yaoundé. Nous lui disons, porte-toi bien là-bas la lionne, nous t'attendons ici à Douala dans les prochains jours. Eh bien, vous avez cette société civile dynamique qui a connu un éveil et qui entend défendre davantage les droits des peuples africains. C'est ça la nouveauté. Ce n'est pas forcément qu'ils sont inquiets de la lenteur. C'est qu'on se rend compte d'une chose. Avec ce que nous dénoncions d'entrée de jeu, c'est-à-dire le système inégalitaire des Nations Unies, avec la question de l'aristocratie au sein du système des Nations Unies, cette aristocratie constituée de pays qui ont le droit de veto contre les pays qui n'en ont pas, et le Mali se retrouvant donc face à la France, armé à la fois de ce privilège aristocratique au sein du Conseil de sécurité et de son alliance renforcée avec les pays, nous avons parlé des enjeux géopolitiques contemporains, l'alliance renforcée avec les pays de l'Union européenne et les États-Unis. Le Mali, il lui reste quelque chose. La cyberdémocratie des peuples africains. Et c'est ce qui est mobilisé. Les peuples africains sont en train de se mobiliser. Vous avez parlé, par exemple, de la société civile du Burkina Faso qui est debout. Il y a un communiqué conjoint de l'ensemble des sociétés civiles, des diasporas africaines, qui a été signé ce matin. Les diasporas de Paris, de Washington, de Berlin, de Londres sont en train de s'organiser et ont écrit au Conseil de sécurité pour s'inquiéter et dénoncer la volonté de bloquer la plainte malienne. Ce travail d'éveil de la société civile africaine, c'est ça que Macron d'ailleurs redoute. C'est pourquoi il dit il y a une jeunesse qui se lève en Afrique, mais ils sont manipulés. Bon, on ne va pas reprendre ce concept qui est bien propre à un individu qui ne comprend pas, excusez pour le concept, on appelle l'individu, ce n'est pas une manière de lui manquer du respect, quoiqu'il ne soit pas très respectueux à l'égard des Africains. Nous lui reconnaissons quand même son statut de président, mais dans cette posture, ça ne lui donne pas le droit d'avoir ces réflexes paternalistes et racistes, de croire que l'Africain au XXIe siècle, avec les études, l'école qui est démocratisée sur l'ensemble du continent, est incapable d'utiliser son cerveau au point où il devrait recevoir ou des roubles ou des yuans pour commencer à réfléchir à ses intérêts. C'est quand même un peu trop raciste de la part d'un président. Donc, vous avez cette conception qui est développée par un ensemble d'acteurs qui ne prennent pas compte le réveil de la société civile africaine, et vous voyez donc que ce type de manifestation, ce type d'action de la société civile vise à contredire ces acteurs et à montrer à l'ensemble du monde que oui, les Africains sont conscients des enjeux contemporains. Les Africains sont conscients désormais de leurs droits. Et nous saluons d'ailleurs toutes les sociétés civiles. Nous appelons ici également, parce que pour des questions de pertinence, il faut que cette société civile s'illustre, se manifeste dans la rue, qu'elle aille là-bas pour les revendications. Oui, toutes les sociétés civiles, qu'elles soient à Londres, aux États-Unis ou en France, doivent aller exprimer leur solidarité avec l'État malien dans la rue. Il faut que des giga-manifestations sur l'ensemble du continent, mais également en Occident, soient portées par les sociétés civiles pour que les peuples, non seulement de ces pays, mais aussi les élites corrompues, parce qu'on le voit avec l'Ukraine. Vous voyez un peu ce qui se passe avec le clone de l'Ukraine, le président Zelensky, qui, avec sa clique de corrompus, détourne l'aide assignée à la population, il détourne les sacs de riz, il détourne les cajots de tomates. On se demande bien comment est-ce qu'ils vont faire avec tous ces cajots de tomates qu'ils ont détournés. Ils détournent les fraises, ils détournent tout ce qui était destiné au peuple pour simplement
à les renforcer. On a attrapé, ça c'est regrettable, on a attrapé dernièrement un milliardaire ukrainien qui fait du commerce avec toutes ces denrées qui viennent sous la bannière de l'aide humanitaire. Vous voyez un peu, c'est cette clique corrompue. L'Ukraine, pays le plus corrompu du monde, soutenu par les États-Unis, berceau de la corruption. Et là, je ne parle pas, le concept est même faible quand on parle de la corruption. Vous vous souvenez de la crise des subprimes? Les États-Unis, la crise des subprimes. Renseignez-vous chez tous les économistes. Vous comprendrez un phénomène. On vous explique que la crise des subprimes est une crise de la moralité. Crise de la moralité. C'est dire quoi? Le système était tellement corrompu. Les banques corrompaient les agences de notation pour avoir les meilleurs indices sur des titres. Vous voyez un peu? C'était de la corruption qui a créé la crise des subprimes. Combien de millions d'Américains se sont retrouvés dans l'extrême pauvreté à cause de telles politiques? Et les États-Unis se pavanent quand même dans le monde à vouloir donner des leçons de transparence. C'est quand même ahurissant. Macron, aujourd'hui, reconnu être l'homme des privilèges de la classe dirigeante des élites françaises. Macron, il se lève pour vouloir donner encore des leçons dans le monde. Non, c'est cette élite corrompue européenne. Il faut que les masses critiques africaines, les sociétés civiles continuent dans cet élan de cyberdémocratie. On appelle ça un retour à l'envoyeur. Vous connaissez bien l'expression, un retour à l'envoyeur. Que cette cyberdémocratie s'applique maintenant à eux par le contrôle des sociétés civiles éveillées, des sociétés civiles qui sont désormais maîtresses de leur destin. Ça, c'est des sociétés civiles aussi patriotes, parce que quand des Africains se lèvent et défendent un autre État africain, ça c'est du patriotisme, mais c'est aussi la conscience panafricaine. C'est en cela que le panafricanisme aujourd'hui se propose comme non seulement une idéologie compétitive, mais une idéologie pertinente. Et nous saluons toutes les sociétés civiles qui ont pris fait et cause pour le Mali. Nous disons encore, le Mali aujourd'hui est la patrie de tous les Africains. Le Mali est la patrie de tous les Africains. Vous avez la possibilité, amis téléspectateurs, de pouvoir nous rejoindre dans cette quête de la souveraineté africaine à travers le Mali. Vous avez donc les codes d'accès affichés au bas de l'écran, le plus 237 693 549 668 ou encore Skype for You TV et même au plus 64 9 889 05 26. Déjà un clin d'œil à tous ceux-là qui nous écrivent en commentaire sur la page Facebook Nabaloum Abdoulaye. Si bien sûr vous êtes toujours connecté, votre action aujourd'hui porte forcément des fruits, puisque avec notamment Jonathan Batangene qui nous fait savoir que l'on peut aussi compter sur les organisations de société civile étrangères qui rentrent là dans ce combat. Le technicien nous appelait de la cyberdémocratie. À l'observation du comportement africain, les Africains sont en avant, mais les institutions africaines sont en arrière. La CEDEAO n'est pas évoquée, elle a fait justement une sorte de lettre morte à cette affaire malienne. Il y a également l'Union africaine. On avait pensé à un moment donné que Macky Sall, dans sa posture de président de l'Union africaine, devait forcément faire quelque chose, mais il s'est présenté comme une tuite personnelle président du Sénégal. Quelle est l'observation que vous faites de cela? Est-ce que ça a été une autre motivation au-delà de celle que vous avez évoquée qui vous a amené à pouvoir vous inscrire dans ce combat? Oui, effectivement, vous l'avez si bien dit, il y a l'inaction de l'Union africaine, de la CEDEAO et surtout de Macky Sall lors de sa dernière visite au niveau de Bamako, qui n'a pas véritablement montré clairement quelle est la voie que l'Union africaine veut imprimer par rapport à la dynamique de Bamako. Et quand vous regardez l'ensemble des États de la CEDEAO, nos autorités, aucun État ne s'est prononcé là-dessus. C'est comme si c'était de rien. Alors nous ne pouvons pas rester indifférents, nous ne pouvons pas rester sourds face à cette situation qui est une première dans les anciennes colonies françaises. Donc c'est pourquoi il est véritablement de bon ton que l'ensemble des populations, l'ensemble des sociétés civiles puissent se lever et contraindre leurs dirigeants pays par pays, s'il le faut, pour qu'effectivement l'aboutissement de cette action-là soit une réalité au niveau de l'ONU. L'Union africaine, effectivement,
on ne voit rien venir. Alors, si on ne voit rien venir, c'est normal que nous puissions effectivement donner du temps pour leur rappeler que l'Union africaine, c'est l'Union africaine des peuples et non l'Union africaine des chefs d'État. La CEDEAO, c'est la CEDEAO des peuples et non la CEDEAO des chefs d'État. Alors, ce sont les chefs d'État qui vont aller à l'ONU pour s'exprimer. Nous, il faut qu'ils, désormais, ils partent avec nos pouvoirs pour s'exprimer et non le syndicat qui forme au niveau de l'Union africaine et au niveau de la CEDEAO. Voilà, merci à vous, Jonathan Batengene. On a eu à parler d'entrée de jeu de cette procédure qui devient lente, mais alors très lente. Je voudrais vous poser la question. Vous n'êtes peut-être pas un expert des questions judiciaires, forcément aussi au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais il est un fait qui est clair. Est-ce qu'aujourd'hui, au moment où le Mali dit avoir des preuves tangibles qui inculpent donc l'armée française dans le conflit terroriste qui a donc outre le Mali il y a quelque temps de cela, est-ce que ce moment de latence, cette lenteur qui est observée, peut-on penser à un moment donné que les Nations Unies craignent une débâcle internationale au regard de tout le monde, de la France, qui pourrait forcément créer la déchéance de ce pays d'une longue colonie, où la Chine, qui est cette grande Chine-là, se retrouve quelque peu coincée, il n'a pas les coudées franches pour pouvoir mener ce combat. Qu'est-ce qui peut arriver forcément à bloquer? Y aurait-il une autre raison parmi celles que je viens d'évoquer? En fait, il faut noter que dans le cadre des réunions des Nations Unies, il y a ce qu'on appelle des procédures parlementaires. C'est les procédures parlementaires qui encadrent le mécanisme de fonctionnement des assemblées générales ou bien des réunions des Nations Unies. Et comment ça se passe en procédure parlementaire? Il y a des réunions pour fixer l'agenda, des réunions préparatoires. Et c'est au cours des réunions préparatoires qu'on débat des questions qui vont être abordées en plénière. Donc, pendant les réunions préparatoires, les pays qui ont une certaine influence, surtout les pays aristocratiques, ceux qui ont le droit de veto, jouent de tout leur poids pour empêcher, ou bien les blocs qui ont une certaine influence, jouent de tout leur poids pour empêcher que même dans l'agenda préalable, c'est-à-dire dans les discussions préalables, l'on puisse aborder de certaines questions. Et il y a une correction de l'agenda déjà au moment de sa formulation. On dit non, on ne veut même pas que ce point apparaisse. Et c'est là où l'Union européenne et la France ont utilisé leur pression. Ce n'est pas une initiative de la Chine. La Chine n'agit pas. Vous pouvez être président du Conseil de sécurité. Vous n'agissez pas en électron libre. Vous agissez de manière quand même consensuelle. Il faut dire, c'est le consensus qui est privilégié aux Nations Unies. Donc, vous devez agir de manière consensuelle. Certaines questions, vous les abordez après des discussions avec les autres diplomates. Et c'est pourquoi le grand travail au niveau des Nations Unies, c'est les tractations dans les coulisses. C'est là où tout se discute. C'est là où tout se prépare. Lorsque dans les tractations, dans les coulisses, vous ne parvenez pas à avoir des alliés sur une question, vous ne pouvez pas facilement l'adresser au niveau de la plénière. Pour vous relancer, peut-on estimer ou dire que ça coince justement dans les tractations au niveau des couloirs, parce qu'on sait forcément qu'il y a deux pays qui sont acquis à la cause africaine. Il y a d'un côté la Chine et la Russie. Quand on regarde forcément les autres pays qui pourraient avoir le droit de veto, ce ne sont pas forcément des partisans africains. Ils viennent là pour piller et ils ont pour adversaires les deux précédents pays qui ont été soulignés. Est-ce que au sein justement de cela, il pourrait arriver que leur nombre arrive à pouvoir davantage intervenir pour empêcher le premier camp à arriver à avoir donc d'autres actions pour détenir cette réunion? L'objectif ici, l'objectif pour le Mali n'était pas forcément de gagner plus d'adhérence à cause. Non. Il y a déjà un système qui est décrié. Il y a plusieurs pays dans le bloc, par exemple des BRICS,
qui ont pris fait cause aussi pour le Mali, l'Iran par exemple, Corée du Nord. Donc, tous ces pays qui savent que le Mali il y a matière à s'intéresser à la cause malienne, vont s'y intéresser. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose. Au niveau des systèmes des Nations Unies, c'est la question des intérêts qui priment. Au niveau diplomatique, on ne regarde pas qui a raison, on regarde où sont nos intérêts. On n'a que faute de la question des droits de l'homme. Beaucoup de pays s'en fichent, beaucoup de pays veulent défendre leurs intérêts commerciaux avec l'Union européenne, veulent défendre leurs intérêts commerciaux avec les États-Unis. Et dans cet chevaux-là, le Mali doit être capable de convaincre quand même certains pays de pouvoir porter sa question au niveau d'adresser cette question avec leurs partenaires. C'est ça la grande victoire malienne. La grande victoire malienne est une victoire informationnelle, communicationnelle déjà. Et cette victoire aura un impact diplomatique sérieux. Parce que la diplomatie française, qui était habituée à récupérer les problèmes africains et à se faire porte-parole de l'Afrique au niveau des Nations Unies, se retrouve pour une fois mise à dos par une diplomatie africaine sur des problèmes africains. Vous voyez un peu ce que ça change? Ça veut dire que demain, la France perd toute crédibilité à discuter en portant les dossiers des Africains. La France accusée en Afrique, la France perd toute légitimité à porter les dossiers africains. C'est un retournement de situation extraordinaire, mais surtout important que le Mali est en train d'introduire. Le Mali est en train de donner aux autres États africains la capacité eux-mêmes de faire pareil avec la France. Imaginez-vous que l'expérience se reproduise 1, 2, 3, 4 de fil en aiguille, on se retrouve avec une densité d'États qui ont la capacité de mettre à dos la diplomatie française. Ce qui a été inauguré par le Mali est quelque chose d'unique. Nous devons saluer cela. Et les Maliens sont en train de réussir diplomatiquement ce que beaucoup d'États n'avaient pas imaginé. C'est vraiment un coup historique qui est en train d'être porté, digne de ce qu'on a appelé le coup de Tanger, le coup d'Agadir. On dira bientôt le coup de Bamako. Oui, parce que c'est un grand coup que la diplomatie malienne a porté à la diplomatie française. Désormais, le Mali a posé la France dans la ligne rouge africaine en faisant de la France non plus le partenaire, et au niveau international, non plus le partenaire stratégique des pays africains qui pouvaient porter leurs problèmes au niveau du Conseil de sécurité, mais plutôt un adversaire des pays africains, la grande accusée des pays africains. Et vous savez que plusieurs pays en ont après la France. Le Centrafrique, le Cameroun, l'Algérie. Il y a plusieurs pays qui peuvent à tout moment rouvrir un dossier avec la France. Le contentieux même ivoirien, dès qu'il est réglé, et nous faisons confiance aux sociétés civiles ivoiriennes, qui vont prendre le taureau par les cornes, ils vont réussir à renverser le dictateur despote totalitaire Alassane Dramane Ouattara, ce France-africain qui est en train de créer l'instabilité dans la sous-région Afrique de l'Ouest. Lorsque les Ivoiriens réussiront cette révolution, vous verrez qu'effectivement, ce sera le même scénario. Les Français seront traînés devant la justice internationale, du moins devant le Conseil de sécurité encore. Et ils voudront encore bloquer. Mais ce sera comme ça chaque fois qu'il y aura ces révolutions. Ils vont s'attendre à cet infernal retournement de situation. Et un jour, le verrou va sauter, la France se retrouvera au banc des accusés. C'est comme ça qu'on procède. C'est une guerre qui va prendre assez de temps. C'est une bataille qui demande beaucoup de ressources. C'est une bataille qui demande du courage à tous les Africains. Et c'est une bataille qui demande qu'on ne soit pas pressé. Les résultats en matière de géopolitique ne se comptent pas seulement sur le court terme. Je prends un exemple. Le Vietnam a battu les États-Unis du point de vue du court terme. À moyen terme, le Vietnam a adopté une politique libérale. C'était quand même en train d'un retournement du point de vue du communisme qui avait battu les États-Unis militairement. C'est un retournement idéologique. C'est considéré par les États-Unis comme une sorte de victoire. Et plus tard, le bloc communiste a quand même été cassé par les États-Unis au niveau dans le long terme. Donc, les batailles géopolitiques ont le court terme et ceux qui ont une vision court-termiste vont être très déçus parfois par les résultats, mais ils doivent savoir que parfois on laisse stratégiquement une impression d'échec
pour gagner stratégiquement à moyen et à long terme. Le Mali a posé un acte stratégique et du point de vue géostratégique, cet acte sera exploité par toutes les nations africaines. Ce qu'a fait le Mali, c'est introduire une situation où d'autres pays africains vont s'engouffrer et finalement on va retourner la situation. Il faut que les Africains continuent de soutenir. Nous saluons les sociétés civiles et c'est aussi le moment de nous montrer solidaires. Vous savez qu'à l'occasion de cette histoire au Mali, le président Ouattara, voulant jouer les euros, si ce n'est les héros de l'Afrique de l'Ouest, a quand même assez hasardé à envoyer quelques mercenaires qui sont aussi des fils de la Côte d'Ivoire. Bon, ils ne sont pas qu'ivoiriens. On a appris avec Amina qu'il y a aussi des Sénégalais parmi, qu'il y a d'autres nationalités. Bon, on va rester un peu discret. Mais tous ces enfants qui se sont retrouvés là-bas et ont été arrêtés, quand une dame courageuse comme Puchere Ballet s'est déplacée pour aller les saluer, le despote, dictateur Ouattara a quand même pris cette dame, il l'a mis en prison. Seul crime, avoir salué des fils de son pays, ses frères qui étaient en prison. Et elle se voit accusée pour porter atteinte à l'image. Tentative, on dit qu'avoir comploté avec une puissance étrangère pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Vous voyez à quel point lorsque votre pays est dirigé par un dictateur sanguinaire soutenu par la France-Afrique, vous êtes dans une situation regrettable. Nous avons vécu cela en Afrique francophone pendant longtemps avec plusieurs régimes et nous savons que plusieurs peuples africains comprennent la situation de cette grande dame ivoirienne et qu'ils savent que le dictateur Ouattara se bat essentiellement pour les intérêts comme Zelensky des régimes sanguinaires d'Occident. Nabaloum, si vous êtes avec nous, on va vous poser une dernière question pour sortir de l'échange avec vous. Vous avez écouté justement cette réaction de Jonathan Batengene. À votre niveau, on sait déjà de manière très claire que la société civile burkinabé est dans le combat de l'indépendance souveraine, comme je l'ai souligné, du peuple africain à travers dans le Mali. Mais comment est-ce que vous voyez cette situation lorsque vous mettez également de côté cette lutte qui est en train de mener le Mali, et aujourd'hui le Burkina Faso n'est pas loin du Mali puisque les deux pays sont également en une période de transition. Il y a quelques jours de cela, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba Sandaogo a rendu visite au colonel Assimi Goïta. Les deux chefs d'État se sont rencontrés pour des questions sécuritaires d'une part au niveau de la frontière du Mali, partage d'informations, synergie et autres, mais davantage prendre le pouls à ce qu'ils voient, prendre à peu près la formule malienne. Quel est le regard que vous avez de manière globale, bien qu'aujourd'hui vous, en tant que membre de la société civile, vous êtes engagé, mais sur un point de vue extérieur? Alors, merci pour cette question. Effectivement, le président Paul-Henri Damiba, depuis qu'il est venu au pouvoir, la population dans sa globalité n'a cessé de lui dire de partir s'inspirer de Bamako. Parce que Bamako, c'est un exemple pour nous qui connaissons la question du terrorisme. Pourquoi le Mali a commencé à produire des résultats. Et si le Mali produit des résultats, le terrorisme a commencé au Mali, le Mali a eu des approches, plusieurs approches, et actuellement est en train d'expérimenter une approche qui produit des résultats. Donc, il était de bon ton que, effectivement, s'enquérir des techniques que le Mali utilise. Et comme on le dit toujours, nous sommes voisins. Et les terroristes, ils sont sur, effectivement, la frontière entre le Mali, le Niger et le Burkina. Autrement dit, nous n'avons pas de choix que de travailler ensemble, tous ces trois États, pour venir à bout de ce terrorisme. Alors, si chaque État va rester de son côté, il va de soi que le terrorisme va continuer à perdurer et c'est nous, population, qui allons toujours payer le lourd tribut. Donc cette initiative, elle est bonne. On espère qu'elle va être la dynamique et ça va se multiplier dans l'espoir qu'on puisse, même si on ne copie pas la stratégie du Mali, qu'on ait une stratégie qui puisse produire des résultats. Parce qu'au Burkina Faso, vraiment, on peut dire qu'on n'a pas encore de résultats. Et nous sommes très acculés par cette question. Nous voulons aussi des résultats.
On aura l'occasion de vous avoir une prochaine fois au cours de nos différents programmes que For You Media vous propose. Et vous souhaite de passer une excellente soirée du côté de Ouagadougou. C'est ça, j'aimerais réitérer mon appel à toutes les sociétés civiles africaines de soutenir le Mali. Merci à vous. Bonsoir. Merci, bonsoir. Jonathan Batengene, on va sortir d'un moment à un autre de cette émission puisqu'il y a un autre plateau qui est réservé du côté de la capitale du Centrafrique à Bangui avec une équipe de For You Media qui a donc déposé ses valises depuis quelques temps, toujours dans une autre forme de combat, sortir du joug colonial, être économiquement libre et indépendant, le Sangocoin qui est donc la monnaie révolutionnaire du côté de la Centrafrique, mais également aussi ce pays qui a besoin de réécrire sa conscience pour qu'elle soit totalement libre dans sa quête d'une certaine émergence totalitaire. Peut-être avant de dire un mot là-dessus pour sortir de cette affaire de la saisine du Mali contre la France, au jour là où nous nous trouvons aujourd'hui, quelle serait l'approche forcément idéale pour les pays africains? Sinon, quand je parle de cela, je parle du Mali, ses alliés africains, ceux-là qui sont en train de comprendre justement ce combat qui est important pour que l'on se détache de la puissance coloniale. On n'invente pas la roue, hein. Le Cameroun est en train de le faire à sa manière, le Centrafrique le fait à sa manière, le Mali à sa manière. Il faut noter qu'en matière d'historicité, il n'y a pas une méthode ou un modèle absolu qui serait celui à suivre, si ce n'est dans les élucubrations théoriques d'un certain Rostov, qui pensait qu'il y avait des schémas de développement économique et des étapes graduelles. C'est des fantasmagories qui ne marchent que dans la chambre du penseur. Dans la réalité, il y a des pas pragmatiques à réaliser, et ces pas pragmatiques sont portés par des leaders visionnaires, un peu comme au Centrafrique. Vous avez le président Touadéra qui est un visionnaire, qui est arrivé, qui a donné au pays un nouvel élan, qui a réussi à adresser le problème le plus important, c'était le problème sécuritaire, et qui maintenant pense qu'après la constitution provisoire, la constitution de transition réalisée en 2016, il fallait s'arrimer à la nouvelle donne. Le pays n'est plus en phase de transition. Il faut donner à ce pays les bases juridiques, les bases constitutionnelles nécessaires pour son envol. Il a donc pensé à cela et il est en train de refaire. La même chose au Mali. Ils ont commencé avec ce qu'ils ont appelé la charte de transition et aujourd'hui ils parlent d'une nouvelle constitution. Donc chaque État africain qui va réaliser son émancipation vis-à-vis de ce pays prédateur, de ce pays tout à fait, je trouve pas le mot, mais ce pays qui a pillé l'Afrique. Quand vous réalisez votre émancipation vis-à-vis de la France et du système de la France-Afrique, vous êtes obligé d'arrimer les réalités politiques et juridiques au cadre nouveau que vous avez créé. C'est l'enjeu de l'émancipation, c'est l'enjeu des pays africains. Et nous saluons encore les sociétés civiles. Nous disons à la diaspora, celle de Paris, celle de Washington, celle de New York, celle de partout dans le monde, chère diaspora, levez-vous comme un seul, trouvons un jour et manifestez résolument pour le soutien à la plainte malienne. Surtout à New York, la diaspora à New York et celle de Paris. Retrouvez-vous dans la rue et manifestez. Nous voulons que la voix de l'Afrique soit entendue à ce niveau. Il y a une pétition qui circule, il y a plusieurs pétitions qui circulent entre-temps. Signez, moi j'en ai signé au moins 3. Signez toutes les pétitions qui circulent. Et à tous les panafricanistes, ici au Cameroun, nous trouverons bien un jour, nous allons le communiquer officiellement pour soutenir la plainte malienne
au Conseil de sécurité. Partout dans les capitales africaines, nous appelons à soutenir la plainte malienne. Voilà, merci à vous, Jonathan. On nous fait signe que du côté de Bangui, la capitale du Centrafrique, donc l'autre équipe de For You Media qui est en place est donc en train de se positionner pour notre plateau, parler d'un autre débat, mais celui bien sûr sur une nouvelle page de la Centrafrique. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. For You va se muter du côté de Bangui. Merci, Jonathan. C'est un plaisir.